On poursuit ce Lex Inside, on va parler du droit d'accès du salarié à ses emails professionnels avec mon invité, Émilie Merijen, associée chez Secri Valentin Zerouk. Émilie Merijen, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de l'arrêt du 18 juin de la Cour de cassation qui consacre le droit d'accès du salarié à ses courriels professionnels. Concrètement, que dit cet arrêt de la Cour de cassation ? Alors, consacre, on va nuancer un petit peu. Mais vous avez raison. Concrètement, ce qu'il dit, c'est que les emails professionnels du salarié sont des données personnelles. Et il en déduit donc qu'en application de l'article 15 du RGPD, le salarié a le droit d'accéder non seulement aux métadonnées, c'est-à-dire la liste des emails, les horaires d'attache, mais aussi au contenu des emails. Et ça, c'est nouveau et c'est contestable. Alors concrètement, pour bien comprendre, pourquoi les courriels professionnels sont considérés comme des données personnelles ? C'est là qu'on n'est pas forcément d'accord avec la Cour de cassation. Pourquoi ? Parce que dans les emails personnels, vous avez des informations personnelles. Vous avez une adresse email, vous avez des horaires de connexion, vous avez des informations qui peuvent relier ce document à une personne physique salariée. Donc c'est en soi, ça contient des données personnelles. En revanche, la conséquence qu'en tire la Cour de cassation, qui est de donner accès à l'intégralité des emails, c'est-à-dire l'ensemble des documents, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et qu'on est d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui ne suis pas d'accord, la CNIL en 2022 avait rendu une recommandation dans laquelle elle distinguait parfaitement les données personnelles contenues dans les emails avec le contenu des emails. D'accord. Deux choses différentes. La CJUE, la Cour européenne, a aussi indiqué de manière très claire que les salariés n'avaient pas accès au contenu des emails, mais uniquement aux données personnelles contenues dans ces mêmes emails. Et vous le savez peut-être, mais avant un arrêt important de Cour de cassation, il y a un avocat général qui rend un rapport, et cet avocat général est allé dans le sens inverse de l'arrêt du 18 juin, en disant bien à nouveau, il ne faut pas confondre données personnelles contenues dans les emails et documents lui-même. Pourquoi cette distinction est importante ? Pourquoi cette distinction est importante ? Parce que si vous donnez accès à la boîte mail dans son intégralité, ça veut dire que le collaborateur qui a quitté l'entreprise peut récupérer tous ses emails envoyés et reçus. Alors, on peut le comprendre pour des raisons notamment probatoires, mais c'est pas du tout la finalité du RGPD qui consacre simplement un droit d'accès et de rectification à tout ce qui est traitement de ces données personnelles. Ça ne donne pas accès au contenu de toute la matière qu'il a créée, à laquelle il a contribué, et qui, ça, appartient bien à l'entreprise. Alors, si on en vient aux obligations de l'employeur, quelles sont les obligations de l'employeur à l'aune de cette décision ? Alors, il y a déjà une obligation sur laquelle il n'y a pas de débat, c'est de répondre à un salarié quand il en fait la demande. La réponse, elle doit être dans le mois de la demande ou avec un délai supplémentaire de 2 mois si la demande est dite complexe. Quand il s'agit de traiter toute une boîte mail sur parfois plusieurs années ou décennies, évidemment, ça peut être complexe et ça peut nécessiter du temps de processing. Donc ça, c'est la première obligation, c'est de répondre et dans un certain délai. Après, en fonction de comment on interprète, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cet arrêt de la Cour de cassation, on a 2 types d'obligations. Soit on va fournir toute la boîte mail, le contenu des emails, et là on est vraiment dans les clous de la Cour de cassation, mais à mon sens c'est trop extensif. D'accord. Soit on va fournir ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire une liste des emails envoyés et reçus avec les horodatage et les données personnelles, c'est-à-dire l'adresse email et les horaires qui sont associés à ces emails sans le contenu. Alors est-ce qu'il y a des limites quand même à cette communication des données que vous exposez dans l'arrêt ? Oui, alors la Cour de cassation, pour le coup, reprend le texte du RGPD, article 15, qui prévoit lui-même que le droit d'accès ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. Et donc, la Cour de cassation reprend ce texte, elle dit bien que ça ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Concrètement, ça signifie quoi ? On peut opposer à une demande d'accès le secret des affaires. On peut aussi opposer la vie privée d'autres personnes, les salariés, les fournisseurs, des tiers destinataires des emails. Donc ça, ce sont les limites qui sont posées par les textes et rappelées par la Cour de cassation. Alors, si l'employeur n'accède pas à la demande du salarié, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, il y a 2 types de sanctions. D'abord, la CNIL, qui a un pouvoir de sanction autonome. Elle peut prononcer des injonctions de communiquer, de répondre favorablement à un droit d'accès.
selon comment on qualifie le droit d'accès, sous astreinte. Et elle peut aussi prononcer une amende jusqu'à 20 000 euros. Ça, c'est le premier type de sanction. Deuxième type de sanction, c'est si un salarié, comme c'était le cas là, va au prud'homme et fait une demande de dommages-intérêts pour non-réponse de son employeur à sa demande d'accès à ses données personnelles, alors c'est une indemnisation du préjudice subi. Et comme pour tout préjudice, il doit apporter la preuve de l'étendue de son préjudice. En l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu du tout, donc c'était vraiment un très mauvais élève et il a été condamné à 500 euros. Donc il y a de quoi relativiser la portée de cette décision. Et on peut escompter des préjudices plus importants selon vous ? Après, ça va dépendre de l'appréciation des tribunaux, c'est-à-dire que si à l'évidence un employeur refuse de communiquer des documents pour ne pas que le salarié ait des éléments de preuve à faire valoir, peut-être que les conseillers prud'homaux retiendront cette carence comme un élément de preuve en creux. S'il ne veut pas communiquer les eurodatages de mail, c'est peut-être parce que le salarié a effectivement fait des heures supplémentaires et donc on va condamner. Mais ça, c'est très indirect. Alors, on va venir aux pratiques RH et voir les conséquences de cette décision sur les pratiques RH. Concrètement, est-ce que ça va modifier quelque chose selon vous ? Alors, pour moi, c'est vraiment l'opportunité de se poser la question de où on en est du RGPD. Je n'ai pas de visée statistique dans mes propos, mais il y a quand même une grande majorité des entreprises qui ne sont pas du tout au point sur le RGPD, qui ne se sont pas posé ces questions. Donc, posez-vous la question. Comment avez-vous organisé le droit d'accès de vos salariés à leurs données personnelles et est-ce que vous êtes bien en règle sur toutes les dispositions qui sont prévues par le RGPD. Après, il y a vraiment la question aussi de combien de temps on doit conserver les boîtes mail, parce que si un salarié vous fait une demande de communication de ses données personnelles, mais que la boîte mail a été détruite, forcément, vous ne pouvez pas lui donner quelque chose qui a été détruit. Et le dernier conseil en termes de modification de pratique, c'est de veiller à ce que tous les outils internes, charte informatique, règlement intérieur, etc., encadrent la position de l'entreprise en termes d'accès aux données personnelles pour que ce soit aussi contradictoire et porté à la connaissance des salariés. C'est quoi les bonnes rédactions à avoir dans les chartes ? Alors pour moi, il y a vraiment la question de la bonne durée de conservation. Est-ce qu'on supprime immédiatement ? Est-ce qu'on conserve 3 mois ? Est-ce qu'on conserve 6 mois ? Et puis après, il y a la question de qu'est-ce qu'on entend, nous, entreprise, même si ça peut être contesté, par accès aux données personnelles. Est-ce qu'on se positionne pour communiquer l'intégralité de la boîte mail ? Est-ce qu'on l'expurge de ce qui pourrait porter atteinte au droit au secret des affaires ou aux droits d'autres individus ? Ou est-ce qu'on ne communique que le métadonnées ? Voilà, on peut aussi se positionner dans une pratique interne, une charte interne. Pour terminer, vous sembliez dire qu'il y a des zones d'ombre et des interprétations qui peuvent être différentes de cette jurisprudence. Est-ce que vous attendez des éclaircissements ? Alors, j'attends, à mon sens, des déclinaisons pratiques et des décisions de première instance. Et à mon avis, les conseillers prud'homaux vont se positionner par juridiction sur est-ce qu'on fait accès ou est-ce qu'on fait droit, ou est-ce qu'on fait pas droit. Et je pense que ça va, dans les prochains mois, créer un débat judiciaire de première instance puis de seconde instance qui va sans doute amener la Cour de cassation à se reposer la question. On va suivre tout ça avec attention. Merci Émilie Meridjen. Je rappelle que vous êtes associée chez Secri Valentin Zerouk. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'intelligence artificielle et d'atteinte aux droits d'auteur.